Je suis Anthony Chirilov, cofondateur de Secup.io et aujourd'hui, c'est moi qui pitch ma boîte. Pitch ta boîte, pitch ton job. Bienvenue sur Pitch. Pitch, c'est le podcast qui parle des métiers de la tech, mais aussi de startups inspirantes. Je suis Thomas, Product Manager pour des sociétés de services et fondateur de la société Zatmush. Sur ce podcast, vous trouverez peut-être votre prochain job ou qui sait, la future société dans laquelle investir. Je suis avec Anthony Chirilov, cofondateur de Secup.io, la plateforme de pronostics pour fédérer votre entreprise. Bonjour Anthony, bienvenue sur Pitch. Bonjour Thomas, merci de me recevoir, c'est un énorme plaisir pour moi d'être ici. Est-ce que tu peux déjà te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, alors Anthony Chirilov, 24 ans au moment de l'enregistrement de ce podcast, né en Roumanie en 1997, un 2 octobre, à Baia Mare, une petite ville, immigré en France en 2008, à l'âge de à peu près 10 ans. Je ne parlais pas un seul mot du français et en fait, j'ai eu un parcours très classique, école primaire, collège, lycée, puis après j'ai intégré l'école éthique, école du numérique, où j'ai d'ailleurs rencontré mon associé et par la suite, en fait, on a monté une boîte à travers un projet de fin d'année. Tu sais, les grandes écoles, la plupart du temps, en fin d'année, te proposent de faire ce qu'on appelle un projet fil rouge. Et en fait, à l'occasion de ce projet-là, sans le vouloir, d'une certaine façon, on a monté une boîte malgré nous et aujourd'hui, c'est Ne commence c'est pas à notre petit bébé. pitcher, le but du jeu c'est que je te laisse quelques minutes pour le faire. Anthony, maintenant je te laisse quelques minutes pour pitcher ta boîte. Je me tais. Tout a commencé après la Coupe du Monde de football. En fait, on a fait un constat presque comportemental. On s'est rendu compte que, au-delà d'un trophée levé par une équipe, le sport en général, et pas forcément que le foot, mais le sport en général, les grandes compétitions généraient ce que nous on appelle une énergie positive. C'est vrai que lorsqu'on regarde, les salariés, ils en parlent à la pause, ils parlent du dernier match, ils font des débats. Est-ce qu'il y avait faute, est-ce qu'il y avait penalty? Donc ça crée vraiment une énergie et surtout un sujet commun qui rassemble les gens, notamment dans le cadre professionnel. Et en fait, ce que nous avons développé, c'est une plateforme de pronostic qui a pour objectif de mettre au service des entreprises cette énergie justement générée par les compétitions sportives. Et comment ça se passe? En fait, nous mettons en place une plateforme personnalisée aux couleurs de notre client, donc notre entreprise qui fait appel à nous, sur laquelle les collaborateurs de celle-ci vont venir s'inscrire, se créer un compte, jouer en faisant des pronostics alors gratuits, c'est des points fictifs, sur des matchs, sur des questions de culture générale, donc ça peut être assez varié. Aujourd'hui, on couvre vraiment tous les sports du monde, on a même des demandes Netflix ou même des demandes de culture générale de l'entreprise. Et en fait, à l'issue de la compétition, en temps direct, le collaborateur cumule des points et à l'issue de la compétition, il se verra remettre des lots, ce qui crée quand même une bonne ambiance. C'est vraiment un outil de team building que nous avons voulu créer et voilà pour l'outil si tu veux un petit peu pitcher très rapidement. Merci Anthony de nous avoir pitché ta boîte. Maintenant c'est l'heure des questions et j'en ai quelques-unes. Ma première question, et elle me concerne un petit peu, comment tu arrives à convaincre quelqu'un qui n'aime pas le foot ou voir le sport en général ? Alors, c'est vrai que c'est une question qui arrive assez souvent parce que forcément, dans une entreprise, on peut pas forcément satisfaire tout le monde. Par rapport à ça, j'aimerais juste te donner une statistique. En moyenne, pour chacun de nos clients, on a plus de 85% de taux de participation. Tout confondu, hommes, femmes, connaisseurs du sport en question ou pas du tout. Et en fait, ce qui rassemble, c'est le challenge et aussi les lots, il faut se le dire, qui a gagné à la fin. Si je te dis que ton entreprise va offrir un iPhone ou quelque chose, tu vas certainement participer et c'est surtout le challenge et essayer même peut-être de chambrer des collaborateurs qui parlent de foot toute l'année et peut-être leur prouver que même s'ils parlent de ce sport en question, il n'y a pas forcément une science exacte et que tout le monde peut gagner. D'ailleurs, par rapport à ça, nous avons aussi une lutte qui nous tient vachement à cœur, c'est le sport et l'image des femmes auprès du sport par rapport au foot, justement parce que aujourd'hui on se retrouve dans pas mal de situations où des femmes gagnent la compétition de la Coupe du Monde de football dans leur entreprise alors que elles n'y connaissent rien du tout et ça donne lieu à des scénarios assez sympas. Et je pense que juste pour voir ces scénarios de chambrage, d'amusement entre collaborateurs qui sont assez exceptionnels, ça vaut le coup de participer à un tel événement. Et voilà, c'est pas que le sport en question. Le sport, si tu veux, c'est plutôt une bonne excuse de participer à un concours vraiment qui va être
adoré par tous les collaborateurs. C'est impossible qu'il n'y ait pas des bons moments à passer ensemble. Mais justement, dans ton pitch, tu parlais un peu de Netflix. Qu'est-ce que tu as comme idée, par exemple, par rapport à ça? Voilà, en fait, cette idée de Netflix, c'est pas que Netflix, il y a les jeux vidéo aussi qui rentrent dans, par exemple, les compétitions de e-sport qui représentent quand même un gros marché aujourd'hui. Si tu veux, par rapport à ça, nous, on a commencé avec le sport, les compétitions sportives physiques réelles. On a eu des clients qui nous ont dit, c'est génial votre truc, par contre, on aimerait utiliser ça aussi pour de la culture générale, des quiz sur notre entreprise, par exemple, faire un quiz de culture générale, en quelle année a été fondée notre boîte, combien de salariés nous avons là, tu vois, en fonction des zones géographiques. Et en fait, dans un second temps, ce qu'on nous a demandé, c'est est-ce qu'on pourrait un petit peu en mode hybride dans un premier temps, parce que c'était pas l'objectif de la boîte, de nous proposer cette plateforme pour une série Netflix. Et typiquement, les pronostics, c'était, il devait y avoir la nouvelle saison d'une série qui devait apparaître. Et les questions étaient, est-ce que tel personnage va se marier avec celui-ci? Est-ce qu'il va mourir? Quelle sera la couleur de sa nouvelle voiture? Est-ce qu'il va partir dans la ville en question, tu vois? Et donc, c'est vrai que c'est aussi un marché pour nous, parce qu'au final, les pronostics, on a plutôt tendance à les associer au sport. Mais dans la réalité, les pronostics, tu peux aussi pronostiquer sur tout et n'importe quoi. Sur les élections présidentielles, justement, pour parler d'un sujet d'actualité. J'aurais bien voulu voir ça, en fait, finalement, aussi, le côté élection présidentielle. Bon, malgré qu'on ait des sondages. Si on veut gagner, à la limite, on utilise des sondages, hein. Mais oui, on pourrait l'utiliser dans les élections présidentielles. Et est-ce que on pourrait l'utiliser aussi, par exemple, pour savoir si tel collègue va avoir un garçon ou une fille? Voilà. Ça nous est pas arrivé, pour être totalement franc avec toi, mais c'est totalement possible. Faire un concours de pronostics interne sur des personnes réelles de l'entreprise, par exemple sur quelle voiture le patron va s'acheter. Bon, ça c'est cliché, mais c'est totalement faisable. Si la question technique, si ta question est posée sur l'angle technique, oui, c'est totalement faisable, étant donné que en fait nous avons une fonctionnalité dans le panel administrateur du client qui lui permet de créer des quiz. Et en fait, lui, il peut créer, en plus du flux de données que nous on lui propose, des questions un peu plus personnalisées. Et donc là, dans ce contexte-là, totalement, il peut poser des questions sur des événements de l'entreprise. Il me vient une question. Est-ce qu'il est possible, parce que tu parles beaucoup d'entreprises dans ton pitch, est-ce qu'il est possible qu'une entité, qu'un service puisse seulement utiliser ton produit? Donc, par exemple, des commerciaux qui voudraient se challenger entre eux, une équipe de développeurs qui voudrait se challenger et qui finalement se mélange très peu dans les entreprises. Est-ce que ça serait possible? Alors Thomas, la réponse est oui. En fait, si un groupe de personnes au sein d'une entreprise souhaite organiser vraiment le concours d'une façon, on va dire, plus restreinte, c'est possible. En revanche, nous avons aussi une fonctionnalité très intelligente qui permet justement de créer des équipes au sein de la plateforme. Donc, c'est-à-dire que si une entité, on va dire, de plusieurs milliers de salariés souhaite organiser un grand événement, une grande manifestation à l'occasion d'un événement sportif, pour toute la boîte, c'est possible. Et en plus de ça, ils peuvent créer des équipes, typiquement, comme tu l'évoquais, par pôle professionnel. Donc, en plus du classement général de toute la plateforme, tu pourrais typiquement avoir le classement de tes amis, entre guillemets, de la boîte ou de ton pôle professionnel pour vraiment te comparer, notamment lorsque les entreprises sont très, très vastes en termes d'effectifs, de te comparer à des personnes que tu connais, des personnes qui travaillent juste côte à côte avec toi, parce que c'est ça aussi qu'on cherche, c'est faire du team building avec les personnes que tu côtoies tous les jours dans ta boîte. Donc oui, c'est possible. Soit que tu crées une plateforme, toi, indépendamment, en ne commandant que pour ton petit service de 20 personnes, 10 personnes, ou bien à travers les équipes que tu peux créer à partir du panel administrateur. À partir de combien de personnes il est conseillé de commencer à utiliser ton site? Est-ce que 2 personnes c'est trop peu, 5 c'est encore trop peu? Alors, tu sais, il y a une phrase ou un dicton, je sais pas comment, qui dit que plus on est, mieux c'est, ou plus c'est fou. Mais donc nous, on n'a pas vraiment de limite. C'est sûr que plus il y aura de personnes dans le concours de pronostics de ta boîte, plus ça va être sympa parce que tu pourras vraiment voir les statistiques de toute la boîte, savoir quel salarié a misé sur quelle équipe. Donc nous, on n'a pas de limite. On a très bien, par exemple, les plus petits clients qu'on ait, ça commence à peu près une dizaine de salariés. On en a même qui sont là autant que bêta-testeurs parce que oui, il nous faut même aujourd'hui des bêta-testeurs pour améliorer certaines fonctionnalités. Et là, on est sur des petites entreprises de 5 joueurs. Les plus grandes entreprises avec lesquelles nous bossons, c'est plusieurs dizaines de milliers d'inscrits sur leur plateforme.
on est assez flexible là-dessus. Et d'ailleurs, c'est notre atout aujourd'hui par rapport à la concurrence. Chez nous, il n'y a pas de pack. Ça veut dire qu'il n'y a pas de palier. Aujourd'hui, il y a des acteurs sur le marché qui vont vous proposer des offres avec des paliers, typiquement des paquets de 250 places, 500 places, 1000 places et ainsi de suite, ou sur mesure. Chez nous, tu peux vraiment venir, toi, Thomas, demain ou même là, juste après le podcast, sur secup.io, remplir le petit formulaire où tu nous indiques que tu veux, je vais dire n'importe quoi, la plateforme pour 18 joueurs. Donc, tu peux vraiment nous dire que tu veux la plateforme pour un nombre bien précis de participants. Donc, ça, c'est vraiment notre atout d'un point de vue commercial. Et donc, il n'y a pas réellement de limite ni dans le minimum, mais ni dans le maximum. Donc, c'est vraiment en fonction de ta demande, on est assez flexible. Et comme je disais, voilà, j'ai pas envie de me répéter, mais c'est vraiment un atout aujourd'hui parce que c'est très difficile pour un organisateur de savoir exactement combien de participants il a et où il aura plutôt. Et ça serait même, je dirais, un peu malhonnête de notre part de nous faire de la marge sur ton incapacité à prévoir l'avenir. Parce que, ok, c'est un concours de pronostics, mais on va pas non plus aller jusqu'à te demander de faire un pronostic sur combien de participants tu vas avoir dans ton événement. Puis ta boîte en général peut évoluer entre temps aussi. Oui, tout à fait. Les nouveaux stagiaires, les alternants, ceux qui partent, ceux qui... Oui. Et quels sont les gens qui vont te contacter en général pour monter quels sont les gens qui s'inscrivent sur ton site? Alors, autant que client d'une façon globale, nous travaillons avec des entreprises, des associations, des structures diverses, des marques, surtout par exemple des marques qui sont sponsors d'une compétition et qui veulent communiquer sur les réseaux sociaux. Donc on s'adresse pas simplement aux collaborateurs, mais aussi aux marques qui veulent communiquer pour le grand public, pour le B2C. Mais j'entends bien ta question, c'est plutôt quel est le poste à l'intérieur de l'entreprise peut-être qui nous contacte. Exactement. Et pour revenir par rapport à ça, justement, en fait, ça peut varier. Il peut y avoir, la plupart du temps, pour les petites entreprises, c'est vraiment le patron de la boîte, hein, parce que la plupart du temps, quand c'est une petite entreprise, tu sais, on est un couteau suisse, hein, on fait un peu de tout. Et sinon, pour les plus grandes boîtes, c'est les DRH, RH, chargés de communication interne, et maintenant un peu plus moderne avec ce terme super marketé, super sympa, office manager. Toutes ces personnes-là nous contactent. Il y a aussi des initiatives de salariés. Donc, il y a des salariés qui, de leur plein gré, vont nous contacter pour essayer de pousser ça auprès de leur CSE, le comité social des entreprises. Donc, c'est tous ces acteurs au sein des entreprises qui peuvent interagir avec nous sur notre site secup.io, tout en haut, sur le bouton obtenir un devis. Voilà. D'accord. Ah oui, justement, c'est obtenir un devis et donc il n'y a pas cette fonctionnalité où je pourrais remplir, j'aurais 5 personnes et directement pouvoir m'inscrire. Je suis obligé de passer par toi si je veux créer ma plateforme. Justement. En fait, on a fait un pivot. On a fait un pivot par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Eh ben oui, c'est une question que j'allais te poser justement plus tard, mais allons-y. Ben voilà. Est-ce que tu as déjà fait un pivot ? Tout arrive naturellement entre nous deux, ça commence bien. C'est ça. Alors, le pivot, justement. En fait, nous, on est une plateforme clé en main. Dans un premier temps, en fait, on a essayé de designer ça un petit peu, si tu me permets le terme, d'ubériser. Voilà, on a essayé d'ubériser parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pas mal d'entreprises organisaient déjà des concours de pronostics sur des feuilles de papier ou même sur des tableaux Excel. Et là, nous, on s'est dit, on va faire un truc super sympa. On va vraiment ubériser, en gros, tout automatiser. Dont l'idée, ça aurait été quoi ? Ça aurait été que tu viennes sur la plateforme, que tu personnalises vraiment toi-même la plateforme, mais en réalité, toi, au sein de ta boîte, c'est pas ta priorité. On a vraiment étudié ça. Toi, quand t'es au boulot, tu fais ton taf. Le concours de pronostic, on en est bien conscient, c'est pas vraiment ta priorité. Ça peut nécessiter plusieurs heures, vraiment que tu mettes ton logo, tes couleurs et ainsi de suite. Donc nous, en fait, on a voulu faire le plus simple possible. Aujourd'hui, tu veux juste savoir combien ça coûte. Tu viens sur notre site, tu remplis. Il y a un formulaire très simple qui se remplit en moins de 20 secondes qui te demande juste le nom de ton entreprise, ton numéro de téléphone et le nombre de participants et la compétition pour laquelle tu souhaiterais organiser un événement. Nous, on t'envoie un devis et dans les 5 minutes qui suivent, il y a un de nos consultants qui t'appelle pour vraiment bien prendre en compte tout ça. Tu nous envoies le devis signé. Nous, on te met la plateforme en place pour l'événement en question. Et en plus de ça, bien que la plateforme soit déjà personnalisée, comme ça, vraiment, t'as plus rien à faire. Toi, tu auras juste à profiter de l'événement. Nous, on te personnalise tout. Mais si toi, en tant qu'administrateur ou les autres collaborateurs que tu auras mis administrateurs sur la plateforme à travers le panel admin, souhaiteront apporter des modifications, tu peux. Donc, c'est vraiment une plateforme clé en main. Nous, on te livre tout déjà prêt, mais si tu souhaites changer des choses, c'est à ta guise. Et il vous faudrait combien de temps pour mettre une plateforme clé en main pour 100 personnes, par exemple ?
Pour 100 personnes, pour du foot par exemple, ça peut nous demander une bonne petite heure, en sachant que vraiment tout est automatisé. Bah justement, on parlait d'ubérisation tout à l'heure. En fait, on a enlevé ce côté Uber où c'est toi en réalité qui fais tout. C'est toi qui fais tout parce que tu dois mettre l'adresse par exemple sur Uber ou tous ces trucs, on se rend pas compte. Mais en réalité, ce système d'automatisation, il est très sympa, mais en réalité, c'est toi qui dois tout compléter. Bah, c'est ça. Là, nous, par rapport à ta question, on a tout ubérisé en interne. Donc c'est ça aussi qui nous permet d'avoir des prix super compétitifs aujourd'hui. Et nous, à partir du moment où tu nous commandes la plateforme, dans la journée, elle est déjà livrée. Il nous est déjà arrivé, par exemple, pour te raconter une anecdote, d'avoir pour une des dernières grandes compétitions sportives qui a eu lieu, c'était l'année dernière, c'était l'Euro de football. Et le jour du début de la compétition, on avait encore des entreprises qui nous demandaient, alors que le premier match arrivait le soir même, qui nous demandaient de mettre en place des plateformes pour 1000 joueurs, 1500 joueurs, et on a réussi à le faire. On a réussi à le faire voilà, parce que avec l'habitude, avec l'expérience, maintenant, on est quand même une entreprise qui va avoir 3 ans d'existence. On va sur nos 3 ans. Et donc, c'est assez simple et assez rapide à mettre en place, étant donné que maintenant, on a, comme je te disais, l'expérience et surtout tous les outils automatisés en interne qui nous permettent justement d'apporter une réponse et une solution dans les meilleurs délais. Par rapport à ça, vous êtes combien? Est-ce que tu recrutes? Alors, notre entreprise, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que c'est une entreprise assez jeune, comme je te disais, une start-up. La plupart des start-up ne vivent pas plus de 3 ans. Nous, justement, on est sur notre 3e année et on est en croissance. Là, justement, donc c'est plutôt rassurant. Il faut rien relâcher, évidemment, et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes supplémentaires pour faire un certain boulot dont on a besoin, notamment des commerciaux, parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est évidemment le référencement, et le référencement aussi, pas simplement SEO et SIA sur les réseaux sociaux et sur Google, mais vraiment, on recherche des commerciaux. Des commerciaux, on en cherche 2 là actuellement, des business developers, comme on appelle ça maintenant. Et par rapport à l'équipe qui est déjà en place actuellement, nous sommes 5, 2 associés et 3 collaborateurs à temps plein sur ce produit-là, sur SecUp.io. D'accord. Donc, si vous cherchez un poste de commercial, SecUp recrute. Oui, vous pouvez nous adresser un mail sur contact@secup.io, secup.io. Voilà. Je mettrai tout dans les ressources du podcast. Merci Thomas. Donc tu parles de recruter, je pense que tu as déjà des prochaines étapes dans la tête. Quelles sont-elles ? Alors, des prochaines étapes, on les a. Forcément, tout entrepreneur doit avoir une vision à court terme, moyen terme et à long terme. Maintenant, la réalité, c'est qu'on n'arrive pas toujours dans les temps où on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut parce qu'il y a une réalité du contexte, forcément la pandémie. Typiquement, nous, étant une entreprise qui est totalement basée sur les événements sportifs d'une façon assez générale, assez grande d'un point de vue chiffre d'affaires, on a été retardé typiquement. Donc, pour autant, pour répondre à ta question, les prochaines étapes, c'est vraiment faire une bonne année là avec un excellent chiffre d'affaires, essayer de tripler ou même de faire plus si on peut. On se fixe pas vraiment de limite, on se fixe toujours un quota minimum mais pas de limite pour le reste, pour vraiment venir devant des investisseurs et faire une levée de fonds pour vraiment faire démarrer, et pas démarrer parce qu'on a démarré, mais plutôt faire décoller la fusée une bonne fois pour toutes et aller sur de nouveaux continents, carrément aux États-Unis où forcément la culture du sport on est une toute autre, parce que en France par exemple le foot américain c'est pas du tout quelque chose de très suivi, le basket NBA qui est quand même aujourd'hui le basket le plus regardé dans le monde d'un point de vue qualitatif, show, spectacle, c'est ce qui se de mieux aux États-Unis. Aller dans d'autres pays où il y a d'autres sports, d'autres cultures qui pourraient nous ouvrir d'autres marchés. Et forcément, nous, grâce à la levée de fonds qu'on aimerait réaliser, grossir aussi, mais sur des compétitions e-sport, car ça représente quand même un marché assez énorme, notamment maintenant, je dirais, grâce ou à cause de la pandémie, qui a quand même développé tout ce qui est numérique, jeux vidéo, sport, e-sport. Donc voilà, les prochaines étapes pour nous. Et est-ce que vous avez déjà levé des fonds ? Alors, nous n'avons pas levé de fonds. La boîte a été créée avec des fonds propres des 2 associés, donc mon associé et moi. Un investissement qui, je peux le dire en toute transparence, a été rentabilisé à notre grande surprise, parce que comme je t'ai dit, on n'a pas la prétention de dire qu'on a eu une vision ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une demande client
qui nous est venu comme ça dans un cadre scolaire dans un premier temps, et puis après, en testant notre produit, le premier testeur nous a dit à quel nom lui faire la facture, alors que nous, on n'avait même pas créé d'entreprise. Donc, c'est ça qui était assez drôle, et donc on n'a rien prévu de tout ce qui nous arrive. Donc, par rapport à ta question, je ne sais pas si j'ai répondu ou bah non, tu n'as pas eu, c'est que des fonds propres et franchement, c'est encore plus louable que les gens arrivent à s'en sortir. Et en restant un peu dans ces questions un peu plus entrepreneurs, est-ce que tu penses qu'il y a une bonne émulsion en France pour l'entrepreneuriat? Alors, tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Alors, qui a été, on va dire, mise en avant par un personnage politique, forcément que je cautionne ou cautionne pas, hein, c'est pas mon propos, mais qui dit que, alors, je vais te la dire d'une façon approximative, hein, je la connais pas au mot pour mot, mais qui dit que lorsqu'on se regarde, on a peur, mais lorsqu'on se compare, on se rassure. Moi, étant donné que j'ai eu, on va dire, cette chance de venir d'autre part, d'un autre pays, je me rends compte aujourd'hui, plus que jamais, que vivre en France, alors on peut me dire tout ce qu'on veut, le rêve américain et tout ça, moi j'y crois, il n'y a pas de souci, il y a des gens qui peuvent réussir partout, mais lorsque vous êtes en France et lorsque vous avez la motivation pour monter un truc, sincèrement, aujourd'hui en France, vous avez toute l'infrastructure à condition de vraiment le vouloir et de ne rien lâcher pour monter une boîte. Vraiment tout. Il n'y a pas aujourd'hui un pays, selon moi, hein, après j'ai pas la connaissance et la situation de toutes les infrastructures de tous les pays. Je sais que la France n'est pas forcément le pays qui a le plus de startups qui lèvent des fonds. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les startups les plus connues mondialement. On a Blablacar, on a des startups comme ça assez sympathiques. Mais aujourd'hui, pour lancer une boîte, pour répondre à ta question, oui. Aujourd'hui, si tu es un jeune entrepreneur ou tu es juste un jeune ou peu importe ton âge et tu veux monter une boîte en partant de zéro, mais vraiment de zéro, ne pas avoir je vais te le dire d'une façon franche, hein, des pistons à droite à gauche pour monter quoi que ce soit. Aujourd'hui, en France, avec tout son écosystème, avec toute sa culture Startup Nation qui a été mise en avant par les précédents gouvernements, on peut aujourd'hui, oui, clairement monter une boîte en France avec un potentiel énorme. J'ai exactement en fait le même point de vue que toi, parce que tout le monde voit en fait les États-Unis comme les plus gros providers de grosses startups, mais j'ai l'impression quand même qu'en France on a des gros entrepreneurs comme Xavier Niel qui ouvre des boîtes comme Station F. Il y a toute la famille. Voilà, il y a vraiment tout un écosystème d'entrepreneurs qui s'est créé à Paris beaucoup plus aussi par contre. Je pourrais pas savoir en région comment ça se passe, mais j'ai vu même que les régions, oui, font des levées de fonds, aident énormément. Donc ouais, je te rejoins énormément sur ce point de vue-là. En France, on peut entreprendre très facilement. Oui, et même pour rebondir sur ce que tu as dit, on n'a même pas besoin d'aller, tu sais, dans les connaissances, quel fonds d'investissement, que veut dire un business angel. Non, il y a un truc qui s'appelle Pôle emploi, je vais te dire. Même si tu as fait des stages ou de l'alternance, pourvu que tu aies payé un peu de charges sociales ou des choses comme ça, tu peux en bénéficier aujourd'hui avec l'argent que Pôle emploi peut te donner. Tu peux monter une boîte. Donc typiquement, s'il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui voudraient monter leur boîte, qui ont fait de l'alternance après pendant les études et qui souhaitent monter une boîte après leur fin de cursus scolaire, ils peuvent totalement le faire. Alors, si vous écoutez le podcast dans quelques années et la situation aura changé, je ne prends pas d'engagement personnel sur ça, mais au moment où on se parle, c'est toujours faisable. Et oui, voilà. Moi, personnellement, autant qu'immigré, je peux te dire qu'aujourd'hui, je vis mon rêve français. Voilà, si je peux le dire de cette façon, parce qu'on parlait de rêve américain, le rêve français existe aussi. Bon, cette émission est bientôt finie et j'aime bien finir avec cette question. Quel conseil tu trouves le plus important à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est une question assez difficile, ça. Tu sais, ça serait un peu prétentieux de ma part de donner un conseil ou plusieurs conseils, étant donné que tous les jours, d'autres personnes pourraient me donner des conseils pour m'améliorer. Mais voilà, sincèrement, techniquement parlant, aujourd'hui, si je devais recommencer tout, je procéderais d'une autre façon sur certains points, notamment sur le lancement de la boîte. En réalité, pas besoin de passer 1 an à développer un produit aujourd'hui, pas besoin de perdre beaucoup de temps, parce que comme disait Steve Jobs, votre temps est limité, il serait dommage de mener une existence qui n'est pas la vôtre, mais j'irai plus vite sur l'essentiel. Par exemple, aujourd'hui, si un jeune veut lancer une application ou un produit
qui se penche directement sur la fonctionnalité principale, qui la teste et surtout qui la teste auprès de son public, hein, pas auprès de ses parents ou des personnes où il sait qu'il recevra des éloges, mais vraiment de se confronter très rapidement. Par exemple, j'ai une idée lundi, mardi, je commence à la designer, je la teste mercredi, je l'améliore jeudi, un petit peu comme le Google Startup, là, tu sais, il y avait une façon d'appeler ça. Et très rapidement, aller chercher 2 clients avec un petit prototype, prouver en réalité, chercher le proof to concept. En gros, chercher le fait que ton concept fonctionne et directement aller chercher des investissements pour décoller le plus rapidement possible. Aujourd'hui, trop de personnes ont parlé justement de la France et des États-Unis. La différence aux États-Unis, c'est que les gens vendent et produisent par la suite leur concept. Nous, en France, je trouve qu'on essaye trop de bien faire les choses en quelque sorte, que c'est une bonne chose, mais on fait les choses peut-être à l'envers et ça met plus en risque l'entrepreneur que le marché, en quelque sorte, si tu vois ce que je veux dire. C'est mieux vaut tester ton idée rapidement, essayer de lever des fonds avec le risque que ça ne marche pas, que tu perdes 1 an ou 2 ans sans forcément lever de fonds, alors que ça se trouve à la fin ça fonctionnera et tu auras le regret de ne pas avoir sauté quelques étapes. N'hésitez pas à sauter des étapes parfois, sauter des étapes parce que soyez pas juste, si je peux rajouter, soyez pas trop scolaire non plus, parce que tout ce qui est étude de marché c'est bien, on vous l'apprendra à l'école, mais la meilleure étude de marché que vous pourrez faire, c'est confronter votre produit à la réalité et vraiment aux personnes que vous visez. Ça, j'insiste. Parce que moi, à chaque fois que je demande à ma mère un truc sur mon produit, elle me dira tout le temps que c'est bien alors qu'elle n'y connaît rien du tout. C'est pas du tout ma cible. Concentrez-vous sur votre cible. Demandez à votre cible. Et surtout, ne faites pas un produit. Ça, c'est une erreur. Voilà. L'erreur à ne pas commettre qu'on a commis au début. Ne faites pas un produit pour vous. Ne faites pas un produit que vous aimeriez vous avoir. Faites un produit que votre cible aimerait avoir, que vous n'êtes peut-être pas représentatif de votre cible. Et n'hésitez surtout pas à pivoter. Quand c'est pas bon, pivotez. Je sais que c'est dur de redresser son bébé parfois, mais l'objectif c'est de le faire vivre et perdurer dans le temps. Si vous ne faites pas ça, il va mourir. Il va mourir. Pivotez, allez vite, c'est ça qui compte aujourd'hui. Et levez des fonds. Exactement. Je te remercie Anthony et je te souhaite une excellente continuation sur Secup.io et hâte de la tester aussi. Merci encore une fois Thomas à toi de m'avoir reçu, c'était un énorme plaisir et j'espère à très vite. J'ai d'autres podcasts, je pense que je vais t'inviter sur d'autres, t'inquiète pas. Merci. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, merci du fond du cœur. On se retrouve la semaine prochaine. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et sur Spotify, ainsi que de partager l'épisode autour de vous. Au revoir.